Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, je vais aborder la question de la déréalisation. Cette maladie qui touche énormément de personnes, qui malheureusement souffrent de ne pas comprendre leur propre maladie. Effectivement, la guérison passe par la compréhension des mécanismes de notre maladie. Celui qui comprend son mal-être, il peut se défendre. Et la compréhension de notre mal-être, c'est déjà 70% de la guérison. Car effectivement, on peut se défendre. Alors pour comprendre un mal-être, généralement, on doit comparer les différentes personnes affectées par ce dernier, afin de trouver les fameuses constantes. Et c'est par ces constantes qu'on va définir justement une maladie, afin de pouvoir élaborer un traitement, un remède, ou orienter l'individu justement vers une solution. La connaissance des causes d'une maladie participe justement de l'élaboration du traitement, du remède, d'où la nécessité de pouvoir définir une maladie. Ce qui est compliqué avec la déréalisation, c'est que les différentes personnes affectées par ce fléau-là, eh bien, ils sont tellement différents dans leurs symptômes que c'est difficile d'établir ou de trouver des constantes entre eux. Et c'est ça qui rend compliqué justement la tâche de la définition, de la détermination de cette maladie-là. Je le rappelle, c'est une étape essentielle à l'élaboration d'un traitement, d'un remède. On a besoin de définir une maladie, de la nommer, de lui donner un cadre afin de pouvoir la combattre. L'individu qui ne parvient pas à définir, à visualiser son problème, à comprendre les mécanismes qui font son mal-être, eh bien, il ne pourra pas se défendre. D'où la nécessité de définir cette maladie-là. Et ce qui est complexe à l'endroit de la déréalisation, c'est que les gens qui sont affectés par ce fléau-là, eh bien, sont tellement différents, je parle à l'endroit des symptômes, que ça devient difficile d'établir, enfin de trouver les fameuses constantes. Alors, de prime abord, il faut savoir que l'efficacité du thérapeute, bien sûr, c'est lié à son expérience, à ses compétences, à son savoir, mais pas uniquement. Et ça, c'est important de le souligner. Ça dépend aussi de la sincérité du patient. Car quand vous avez un patient qui est sincère, eh bien, quand il n'a pas les moyens par lui-même de comprendre sa propre maladie, par l'entremise d'une tierce personne compétente, ayant de l'expérience, cette dernière pourra mieux comprendre son problème. D'où la nécessité de faire une thérapie parfois, car grâce à la thérapie, on peut accéder à des compréhensions qu'on ne pouvait pas justement atteindre par nos propres moyens. D'où le fait, et ça c'est une règle, je le répète souvent, la guérison vient d'Allah Ta'ala. Elle vient d'Allah Ta'ala. Le thérapeute, lui, à travers son expérience, permet au patient d'accéder à des connaissances qu'il n'embrassait pas justement par son propre savoir. Et du coup, Allah Ta'ala, quand il aime une personne, eh bien, il va l'orienter, ou bien il va mettre quelqu'un sur sa route qui va lui donner les informations à même de l'aider à s'en sortir. Quand l'individu par lui-même n'a pas ce fameux savoir à même de l'aider à s'en sortir. Vous avez plein de gens qui souffrent de maux multiples, de problèmes multiples, mais qui malheureusement, des conséquences de leur ignorance, ne parviennent pas à les comprendre. Et ils peuvent tomber dans un cercle vicieux, voire accentuer leurs problématiques des conséquences de la méconnaissance des mécanismes de leurs problèmes. Du coup, c'est un bienfait immense que de tomber sur quelqu'un qui va nous permettre d'y voir clair quant à nos propres problèmes. C'est un bienfait immense et très souvent, cela n'est pas un hasard. Allah Ta'ala, quand il veut du bien pour une personne, eh bien, il va faire en sorte qu'une tierce personne va se trouver sur sa route. Et cette dernière va lui expliquer ce qu'il avait besoin de savoir pour pouvoir s'en sortir. Ou Allah Ta'ala va l'orienter vers une tierce personne qui a les clés de la résolution de son propre problème. Il existe donc un qarin
démoniaque, on a tous un démon qui nous accompagne et dont la vocation est de nous empêcher de nous épanouir, mais on a aussi un qarin angélique, on a un ange qui œuvre justement à notre salut. Et bien cet ange-là va parfois nous aider à ce que l'on fasse de bonnes rencontres ou que l'on tombe sur de bons thérapeutes. Et de la sorte, nous permettre d'accéder aux fameuses connaissances qui vont être source de remédiation pour notre problématique, pour notre maladie. Alors, quand vous avez une personne qui est sincère, la personne, elle pourra s'en sortir rapidement si elle tombe sur quelqu'un à même de combler le manque rempli justement par l'ignorance. La sincérité, elle participe de l'efficacité d'une thérapie. Et c'est pourquoi, dans ce sens-là, quand vous avez des thérapies qui sont longues, très longues, et qui n'aboutissent pas à un résultat positif, on a de quoi soit remettre en cause les compétences du thérapeute, soit remettre en cause la transparence du patient. Car très souvent, quand les thérapies sont longues et qu'elles n'aboutissent pas à l'élaboration d'un diagnostic clair, eh bien, le patient soit est hypocrite, manque de transparence, n'est pas entier, ou bien se voile cruellement la face à l'endroit de son propre problème. Parce que son manque de sincérité fait que les personnes qui vont se trouver dans son chemin ne parviendront pas à comprendre son problème. Déjà, l'individu en lui-même se refuse à s'en sortir. Par son hypocrisie, par son manque d'entièreté, par son voilement de la face. Comment voulez-vous qu'une tierce personne l'aide à s'en sortir ? Ça, c'est une règle qui est importante en thérapie. On ne peut pas aider une personne qui ne veut pas s'en sortir, déjà elle-même. Une personne qui ne veut pas s'aider elle-même, une tierce personne ne pourra pas l'aider. Et ça, c'est visible en thérapie quand cette dernière dure très longtemps et qu'on n'aboutit pas à un résultat clair à l'endroit du diagnostic, c'est-à-dire de la nomination, de la définition de la maladie. Donc, ceci pour l'introduction. Je vais rentrer dans le vif du sujet. La déréalisation, c'est vrai que c'est un fléau que j'essaye de résoudre depuis très longtemps, et c'est vrai qu'il m'a été difficile de le résoudre étant donné la différence des cas. Parce que c'est vrai qu'il y a différents types de déréalisation. Donc on entend par déréalisation quand l'individu est désapproprié de sa propre personnalité et qu'il observe justement sa vie à travers une lucarne. Donc l'individu perd en personnalité et il souffre justement de ne pas vivre intensément sa vie. C'est comme s'il y avait un écran qui l'empêchait de vivre pleinement son existence. Il devient observateur et non plus acteur de sa propre vie. Donc c'est douloureux. C'est douloureux parce que ça empêche l'individu d'être entier dans l'action de vivre des émotions. Alors il y a différents types de déréalisation. Tout ce qui participe à mettre l'esprit en arrière. Quand vous avez un individu qui est relégué en second plan à l'endroit de sa propre personnalité, au point où il devient spectateur de sa propre existence, vous avez par exemple l'événement choquant, quand un individu a fait quelque chose de grave dans sa vie, et qu'un remords est camouflé dans son subconscient, eh bien ce remords-là peut l'empêcher d'être entier à l'endroit de son instant présent. Pourquoi ? Parce que son esprit est absorbé par la chose grave qu'il n'a pas cicatrisée, qu'il n'a pas oubliée. Donc ça demeure dans son subconscient et il se voile la face à l'endroit du fait qu'il pense l'avoir oublié. Du coup, il n'est pas entier quand il vit son instant présent. Parce qu'il y a quelque chose de grave. Et un voilement de la face le pousse justement à occulter cette chose grave. Et parfois, il peut être inconscient à l'endroit du fait qu'il n'a pas oublié cette chose. C'est le travail de réminiscence que l'on doit faire. Ça arrive souvent, par exemple,
vous marchez et vous voyez une couleur et vous avez directement de l'angoisse. Une angoisse qui vous empêche de vivre votre instant présent. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Eh bien, pour résoudre ce problème-là, l'individu doit faire un travail de réminiscence, c'est-à-dire de chercher dans ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu, l'élément qui lui a fait penser à quelque chose, dont la chose lui a fait penser à autre chose, source d'angoisse. Donc c'est indirect. Et c'est le caractère indirect du mécanisme qui fait justement l'angoisse, parce qu'il a peur de quelque chose et il ne sait pas de quoi. Il a vu une couleur. Cette couleur lui a rappelé quelque chose de grave, de douloureux dans sa vie. Mais il n'a pas fait la relation entre la couleur et la chose grave. C'est son subconscient, en réalité, qui a fait l'association entre la couleur et la chose grave. Lui, il n'a vu que la couleur. Et s'il s'arrête à la couleur, il n'y a pas de raison pour lui que d'être frappé par un mal-être. Mais dans son subconscient, la couleur était reliée à l'événement grave. Et du coup, pour pouvoir se libérer de l'angoisse, il a besoin de faire le travail de réminiscence, c'est-à-dire de revenir à la source du problème et d'affronter le problème directement. Eh bien, ceci est l'une des raisons qui peut... c'est l'un des types de déréalisation, à savoir l'accomplissement d'un acte grave dont vous pensez avoir oublié, mais ça demeure dans votre subconscient parce que le problème n'a pas été traité à la source. Et du coup, quand vous vivez votre instant présent, étant donné que vous n'avez pas oublié ce problème grave, eh bien, vous pouvez être absent et ne pas être entier à l'endroit de votre instant présent. Donc ça, c'est une forme de déréalisation. Et c'est vrai que comme il y a plusieurs types de déréalisation, c'est difficile de définir cette maladie-là. Donc on va essayer de répertorier un petit peu les différents types de déréalisation afin de pouvoir aider les personnes à s'en sortir. Car, je le répète, on ne peut pas soigner une maladie quand on ne la connaît pas au préalable et que on ne l'a pas définie justement au préalable. La seconde déréalisation, donc le second type de déréalisation, c'est celle qui est issue d'une relation toxique. Très souvent, avec une mère angoissée, qui absorbe justement la personnalité de la victime, donc l'enfant. Quand vous avez une maman qui est très angoissée, qui a une relation fusionnelle avec son enfant, elle peut être tellement envahissante et imposante au point de dépersonnaliser l'enfant, de reléguer au second plan la personnalité de l'enfant et d'imposer sa propre personnalité à l'enfant. Et donc l'enfant peut vivre une forme de déréalisation des conséquences justement de ce caractère envahissant de la maman. Bon, très souvent c'est la mère qui est fusionnelle avec ses enfants et qui est tellement envahissante qu'elle peut justement reléguer au second plan la personnalité de son enfant. Et c'est pourquoi vous avez des enfants qui peuvent souffrir de procrastination au moment où ils s'écartent un petit peu du foyer familial. C'est comme s'ils étaient liés avec leurs parents moyennant un élastique invisible, et cet élastique-là a exercé une pression les empêchant d'être eux-mêmes là où ils se trouvent. Vous avez des enfants, quand ils cherchent à prendre leur autonomie, leur indépendance, en prenant un appart, par exemple, ils étaient tellement fusionnels avec leur mère qui a exercé justement leur attribut d'envahissante à distance, en pensant fortement à leur enfant et en les empêchant d'être entiers dans leur quotidien. Et ça peut mener justement à une forme de procrastination, à une incapacité de faire les tâches quotidiennes. On se sent lourd, on se sent presque narcoleptique. C'est difficile de faire des tâches normales du quotidien, de faire les tâches normales du quotidien. Et on peut tomber dans un cercle vicieux de se reposer d'un repos qui n'est pas réparateur, qui va amplifier justement la fatigue jusqu'à justement tomber dans ce fameux cercle vicieux. Donc la relation toxique, c'est le second type de déréalisation. C'est vrai qu'il est différent de la déréalisation liée à un événement choquant. Vous avez le troisième type de déréalisation, donc la schizophrénie, donc cette maladie mentale qui diminue l'affect de l'individu, qui désorganise sa pensée et qui
le fait entendre et voir des choses qui ne sont pas réelles. C'est une personne qui va cauchemarder tout en étant éveillée. Donc bien sûr, cet individu-là risque d'être affecté par une forme de déréalisation dans le sens où sa personnalité sera reléguée en second plan. Donc c'est vrai que la définition commune de la déréalisation, c'est vrai que la constante, en tout cas, c'est cette action de voir la personnalité de l'individu reléguée en second plan au point où ce dernier s'observe et n'est plus acteur de sa propre existence. Donc, j'ai déjà traité la question de la schizophrénie et c'est clair que nous ne l'abordons pas comme la médecine occidentale, c'est plus une question de possession et l'individu justement est dépossédé de sa propre personnalité. Il faut savoir que la possession, c'est lorsqu'une entité invisible impose sa volonté au point où l'individu n'est plus capable d'être maître de lui-même. En fait, il n'est plus maître de sa propre personne. Donc il existe beaucoup de possessions. La possession, c'est pas comme dans les films, l'individu perd le contrôle de lui-même et une entité extérieure le contrôle. Non, ça n'existe pas, ça. Un démon qui prend le contrôle entier du corps d'un individu, ça n'existe pas. C'est juste une question de domination de volonté et de soumission. À force de se soumettre à un démon, la volonté de ce dernier devient prioritaire sur la nôtre. Mais à chaque fois qu'on l'écoute, donc ce démon, on est responsable. Parce qu'il ne nous contrôle pas indépendamment de notre acquiescement. C'est juste que lorsqu'il nous donne un ordre, on se sent comme contraint à lui obéir. Mais on est totalement responsable de notre soumission à son endroit. Et ça, c'est une forme de possession. Les addictions, etc. Forcément, il faut qu'il y ait complicité. Généralement, donnant. Le démon donne un ordre, mais pour que son ordre devienne effectif et puissant, il faut que l'être humain gagne quelque chose, à savoir un plaisir physique ou autre. Et c'est pourquoi il y a souvent du donnant-donnant dans l'alliance avec des démons, jusqu'à ce que l'individu tombe dans une forme d'addiction et qu'il ne parvient plus à se défaire de certaines addictions destructrices. Voilà, tu gagnes peut-être un plaisir passager, mais tu perds le contrôle sur toi-même. Et très souvent, les personnes qui se rendent complices d'une obéissance à un démon perdent leur propre autonomie. C'est ça la véritable possession. Donc, le quatrième type de déréalisation, c'est la déréalisation issue de l'absorption de drogue. Quand vous absorbez des drogues, et c'est pourquoi c'est vrai que la schizophrénie, souvent elle est entretenue par ces fameux neuroleptiques, etc. etc. Vous avez une schizophrénie circonstancielle, provoquée par un événement grave. Je ne sais pas, l'individu, il a levé la main sur sa mère, c'est tellement grave qu'il a perdu la tête. Et dans cette perte de la raison, l'individu, le démon va s'introduire en lui pour le posséder entièrement et le pousser à péter les plombs, pour être direct. Mais ensuite, quand l'individu va voir des psychiatres, la lecture qu'ils vont avoir de la scène vont les porter à conclure qu'il est schizophrène et qu'il doit suivre un traitement à vie, puisque pour eux, la schizophrénie ne se soigne pas. C'est une maladie incurable. Alors que l'individu peut être schizophrène circonstanciellement dû à un événement choquant comme l'action de lever la main sur sa propre mère. Et donc si la personne redevient calme, etc., il va se réapproprier sa propre personnalité. Donc c'est une faute grave que de rendre constant une maladie qui, à la base, n'est que circonstancielle. Et du coup, à travers ces neuroleptiques et ces traitements, l'individu risque d'être toute sa vie schizophrène, alors que son problème pouvait se résoudre tout simplement par l'action de prendre du recul sur les causes qui l'ont rendu schizophrène. Vous voyez la gravité parfois de la manière d'aborder un problème. Vous avez des gens qui vont rendre constant votre problème et d'autres qui vont essayer de le faire disparaître. Donc pour moi, ces psychiatres ne sont pas des individus qui peuvent
soigner la schizophrénie quand pour eux, ils considèrent la maladie comme étant incurable, puisqu'ils vont vous prescrire des médicaments à vie. Donc c'est pas la lecture que nous avons de la schizophrénie, et heureusement d'ailleurs. Donc les drogues peuvent entretenir une forme de déréalisation. Et les neuroleptiques ou les drogues de type cannabis, c'est ressemblant. D'ailleurs, on ne peut pas faire de l'oca. La loca est inefficace. On ne peut pas soigner un individu qui n'est pas présent à lui-même. On a besoin de l'individu pour pouvoir combattre la maladie. L'individu, s'il tient à lutter contre un démon en lui, il faut qu'il soit présent. Quand il est relégué en second plan, on ne peut pas extraire le démon en lui, parce qu'on a besoin de sa présence pour que s'opère justement cette fameuse lutte. Or, les neuroleptiques ou les drogues de type cannabis empêchent l'individu d'être présent à lui-même afin que cette fameuse lutte puisse avoir lieu. D'où le fait que les drogues sont des éléments à même de provoquer une forme de déréalisation. Le cannabis particulièrement, puisque vous avez énormément d'individus qui ont été affectés par des bad trips et l'angoisse qui en a découlé. Un bad trip, c'est un état de déréalisation provoqué justement par l'absorption d'une drogue, et c'est vrai qu'il y a certains individus qui sont plus sujets, donc c'est plus propice de réaliser un bad trip étant donné justement leur profil. Et vous avez des gens qui sont... ils ont le profil adéquat justement pour pouvoir vivre un bad trip lorsqu'ils vont absorber justement certaines drogues. Et le problème, c'est que dans la plupart des maladies, il y a souvent deux causes. La cause initiale et la cause d'entretien. On peut parfois résoudre le problème de la cause initiale, mais lorsque l'on ne comprend pas notre maladie, donc par l'angoisse, cette dernière peut perdurer. Généralement, les maladies de type phobie, comme la claustrophobie, vous avez été enfermé injustement, ça vous a traumatisé, et du coup à chaque fois que vous êtes enfermé quelque part, vous en souffrez. On peut régler le problème de l'enfermement qui vous a traumatisé, au point où vous n'êtes plus susceptible d'être traumatisé par un enfermement. Par contre, des conséquences de l'angoisse liée à une privation de liberté, quand votre voyage est très 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 long, du coup vous pouvez entretenir votre maladie. Donc il y a toujours une cause initiale à une maladie et une cause d'entretien. Et parfois les deux causes sont différentes et on peut résoudre une cause et pas l'autre. Donc ce qui compte, c'est de faire disparaître la maladie. Et pour la déréalisation, vous avez la cause initiale qui est le bad trip. Et ça, c'est une constante qui revient souvent. Les individus affectés par la déréalisation ont connu un bad trip. Ensuite, ça s'est résolu. Voilà, ils ont zappé la chose, etc. Ils ont été angoissés, la peur de la mort, etc. Ils ont vécu des choses très intenses. Donc il y a eu un traumatisme. Et après, ça s'est résolu, c'est passé, etc. Du coup, lorsqu'ils revivent une forme de déréalisation, l'angoisse suscitée par l'incompréhension de leur propre maladie risque de leur rappeler ce bad trip. Ce bad trip qu'ils ont vécu. Et par l'incompréhension de la déréalisation, ils risquent justement de tomber dans une systématisation de l'angoisse, donc à une forme d'anxiété constante. C'est vrai que la systématisation de l'angoisse, l'angoisse c'est la peur de quelque chose d'inconnu, d'un danger inconnu. Et quand vous avez une systématisation de l'angoisse, vous pouvez vivre un état anxieux. Et là j'en arrive à la nouvelle explication que je vais donner à la déréalisation. Et pourquoi pas et pourquoi ces dernières ne seraient pas justement une forme de relation toxique avec sa propre maladie. Relation toxique avec sa propre maladie. Dans le sens où l'individu, quand il ne comprend pas ses propres symptômes, risque d'être focalisé sur ces derniers. Et focaliser sur des symptômes que l'on ne comprend pas alimente l'angoisse qui nourrit notre propre mal-être. Donc, un cercle vicieux. Alors, j'essaie de mettre bien en relief ce cercle vicieux-là. Et si la déréalisation
n'était pas une relation toxique avec sa propre maladie, donc une maladie que l'on ne comprend pas. Et quand on focalise sur des symptômes que l'on ne comprend pas, forcément, on alimente une angoisse qui fait la vie de notre propre maladie. Dans le sens où c'est comme l'insomnie, par exemple. C'est comme l'insomnie. Donc, quand vous avez quelqu'un qui a peur de ne pas dormir, eh bien, quand il va se coucher, sa peur de ne pas dormir va l'empêcher de dormir. Ça va l'empêcher de dormir. Ou bien comme le syndrome des fourmillements. Quand vous avez quelqu'un qui est focus sur ses jambes, sur le fourmillement qu'il vit à l'endroit de ses jambes, au moment où il dort, et il doit bouger ses pieds pour se sentir bien. S'il est focus sur ce symptôme, il ne pourra pas dormir parce qu'il aura besoin de bouger pour se sentir bien, mais en bougeant ses pieds, il ne peut pas dormir. Il doit zapper le symptôme pour pouvoir guérir. Donc c'est vrai que le remède pour ces maladies de type phobique, c'est de zapper le symptôme. Quand vous zappez le symptôme, arrivé à un certain degré, vous vous délivrez du symptôme. C'est facile de dire ça à des individus dont l'esprit est absorbé par ces fameux symptômes. C'est facile. Donc c'est pourquoi je parle de relation toxique à l'endroit de sa propre maladie, puisque le remède à une relation toxique, c'est la déconnexion. Mais c'est facile de dire à des gens, il faut vous déconnecter. Quand justement il y a cette fameuse addiction à la toxicité. Donc, c'est facile de dire à des gens « déconnectez-vous d'une relation toxique ». Mais certaines personnes ne peuvent pas, car il y a justement une forme d'addiction. D'où la nécessité de comprendre pourquoi il y a addiction à un lien toxique. Et ça, je l'ai déjà expliqué justement dans un autre audio, donc lors d'un séminaire sur les relations toxiques, que le flux ténébreux peut venir sous une forme, mais se traduire sous une autre forme. Vous avez un flux ténébreux qui provient par exemple d'une maman toxique et qui se traduit chez l'enfant par un acte comme la masturbation. Mais à la base, c'est le même flux. C'est le même flux. Il vient donc de la maman par une relation toxique de type envahissante, sociopathique, etc. Et il se traduit justement chez l'enfant par un acte malsain. Et du coup, tant qu'il y a acte malsain, l'individu, donc l'enfant, ne peut pas se défaire du lien toxique à l'endroit de sa propre maman. Car le flux s'est traduit, donc il y a eu complicité. Donc le flux peut venir d'une forme et se traduire d'une autre forme. Donc si vous avez une relation toxique avec une maladie, si vous cherchez un exutoire pour pouvoir vous libérer de ce mal-être en vous, un exutoire nécessairement malsain, eh bien vous ne pourrez pas vous défaire de ces symptômes qui absorbent votre esprit et qui nourrissent en quelque sorte vos angoisses et qui nourrissent en définitive votre propre maladie. Donc la déréalisation, c'est possiblement une maladie que l'on peut définir comme étant une relation toxique à l'endroit de symptômes que l'on ne comprend pas et qui nourrissent en quelque sorte notre angoisse, ces mêmes angoisses qui renforcent ces mêmes symptômes. Un cercle vicieux. Comme les maladies phobiques, comme la claustrophobie par exemple, ou l'agoraphobie, c'est pareil. Du coup, la solution, c'est la déconnexion. Mais pour bien se déconnecter, parce que vous avez des individus, quand on leur dit déconnecte-toi d'une relation toxique, ils peuvent le faire immédiatement, et vous en avez d'autres qui ne peuvent pas. Mais pourquoi ils ne peuvent pas? Pourquoi ils sont impuissants? Parce que le flux ténébreux s'est traduit en eux par un acte qui les rend complices, et donc impuissants à la déconnexion. D'où la nécessité de se libérer de toute addiction malsaine si l'on tient à se déconnecter d'un lien toxique. Et la déréalisation, c'est vrai que c'est une nouvelle lecture que je donne aujourd'hui de cette maladie-là. C'est possiblement, je dis possiblement, en tout cas si ça peut aider des individus à guérir,
alors pourquoi pas? Moi, je propose des clés. Et si ces clés vous permettent d'obtenir de résultats concrets à l'endroit de votre épanouissement, alors tant mieux, ça veut dire que nous avons visé juste. Donc, possiblement, la déréalisation, c'est une relation toxique à l'endroit de sa propre maladie quand on focalise sur des symptômes et qu'on nourrit par la même occasion donc une angoisse qui renforce ces mêmes symptômes. On a besoin de se déconnecter. Mais pour se déconnecter, on a besoin de se libérer d'une forme de complicité en acte lorsque par un exutoire on cherche à se défaire de notre propre mal-être. Et très souvent, l'exutoire, c'est la recherche d'un plaisir facile et solitaire. Qu'Allah Ta'ala permette à toutes ces personnes affectées par la déréalisation de s'en sortir et de guérir au plus vite. Wa billahi ta'ala at-tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.